Salut, bonjour, bienvenue à tous dans À but non lucratif, le podcast de média animation qui questionne les enjeux du secteur non marchand. Je m'appelle Jérôme Ramaker. Au sein de l'agence de communication, j'aide les associations à se positionner stratégiquement et à créer une communication qui leur ressemble. Aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, je suis avec Michael de Citeco. Bonjour. Bonjour. Alors, on va pas le cacher, on se connaît un peu, mais je crois que c'est la première fois qu'on va parler de ces questions un peu d'enjeux sur la communication. Donc, dans ce deuxième épisode, on va parler d'un sujet qui est pas le plus évident quand on parle de communication associative, qui est peut-être celui qui amène le plus de freins, qui est à la fois un plaidoyer politique, mais aussi un combat contre les stéréotypes. C'est vrai que comment est-ce qu'on peut valoriser un projet si on se rend compte que l'image qui est véhiculée dans la population freine ou n'est pas celle qui nous rapproche de notre public, mais au contraire nous contraint à devoir nous justifier systématiquement. Et c'est vrai que je t'ai invité par rapport au secteur du handicap parce que moi j'ai vu évoluer même la façon dont on parle des bénéficiaires. Aujourd'hui on traite souvent des personnes en situation de handicap. On parle moins des personnes porteuses de handicap ou même des personnes handicapées. On sensibilise beaucoup aujourd'hui à l'accessibilité, que ce soit dans l'espace public ou dans les sites web, mais beaucoup de gens considèrent ça comme des contraintes. Et donc c'est de tout ça qu'on va essayer de parler aujourd'hui, de ce changement des mentalités, de travailler sur ces images perçues, images voulues. Et donc, avant de commencer, je voulais juste te permettre de te présenter en quelques mots. Donc moi c'est Michael, je suis directeur de Citeco, qui est une entreprise de travail adapté à Bruxelles. Et donc l'entreprise Travail adapté, c'est une entreprise qui a pour mission d'engager des personnes en situation de handicap. Donc c'est le but social de l'organisation. Ça s'appelle entreprise parce qu'on a une activité économique. Donc on fait du business entre guillemets. Donc on a des services qu'on propose à des particuliers, à des entreprises, qui sont donc des services qui mettent à l'emploi des personnes en situation de handicap. C'est l'objectif, de nouveau, je le rappelle. Et donc ça, c'est ma vie professionnelle qui a commencé, entre guillemets, il y a 2 mois. Avant ça, j'ai été pendant 14 ans, 7 mois et 18 jours exactement, chargé de communication pour la fédération qui rassemble justement les entreprises adaptées à Bruxelles. Et cette fédération, j'avais en charge justement tout le volet de communication. Et donc, je pense que c'est plutôt dans cette qualité-là qu'on se rencontre aujourd'hui pour parler plutôt de cette communication par rapport au handicap. Mais... Par rapport à l'expérience du coup de la FEBRAP et de comprendre tous les enjeux, effectivement, maintenant que tu es directeur de la Citeco, c'est intéressant de voir les deux aspects. Mais on va surtout s'axer effectivement sur ton passé de chargé de communication de la FEBRAP. Alors avant de commencer, si tu étais un outil de communication, lequel serais-tu ? Je pense que ça dépend un peu dans quelle situation on se situe. Donc est-ce qu'on est potes ou bien on est entre professionnels quoi. Si on est potes, et même, allez, je dirais si on est entre les deux, là, comme c'est un peu le cas maintenant ici, on est quand même plus en intime sur un outil podcast, donc on est quand même sur un truc un peu sympa entre les deux. Et je dirais que je me comporterai ici version outil Facebook, donc plutôt sympa, avenant et un peu génération boomer confiance. Quand même. Ouais, ça d'office, c'est du boomer. Et à la fois LinkedIn, quoi. Hein, on est quand même encore dans du pro, et donc on va utiliser des mots qui sont un peu compliqués pour faire comme si on s'y connaissait bien. Donc on est quand même dans ce registre-là. Donc on va être plus ou moins entre les deux, quoi, entre Facebook et LinkedIn. Ouais. Yes. Est-ce que pendant les 13 ans, 14 ans que tu étais à la FEBRAP, est-ce que tu as vu une vraie évolution au niveau, effectivement, de la communication dans le secteur de handicap ? C'est une question qui est très compliquée. Donc, on se dit que le temps zéro, c'est il y a 13 ans, enfin, il y a 15 ans, on va dire, c'est louche, mais il y a 15 ans quand j'ai commencé dans le secteur, et maintenant, c'est compliqué parce que, de nouveau, on a eu des activités qui ont visé à sensibiliser des publics cibles qui étaient assez différents. Et donc, on parle ici de communication, donc c'est compliqué d'aller dire il y a une communication sur des personnes handicapées, ça ne marche pas comme ça. Il y a une communication sur l'accessibilité. Tu as bien introduit justement le podcast en disant on va discuter beaucoup de ça. C'est un biais dans lequel beaucoup de gens tombent parce qu'on a vite tendance à dire, si on parle de personnes en situation de handicap, on va aller sur ce terrain-là, qui est un seul des messages qu'on veut transmettre sur le handicap. Moi, j'ai travaillé 15 ans dans la niche, entre guillemets, de l'emploi des personnes en situation de handicap, qui est très différente des personnes en situation de handicap de manière générale. Et donc, ce thème de l'accessibilité, c'est un peu tendance, en fait. C'est pas tendance, c'est, je crois, un des messages. Et donc, en fait...
je dis souvent ça comme exemple. Donc, quand on fait de la com, surtout dans une fédération régionale comme ce que j'ai fait moi, on est quand même aussi pas mal dans le plaidoyer. Donc, on va beaucoup voir les gens pour discuter avec eux, pour essayer de faire de l'éducation permanente, de changer un peu les mentalités. Et dans cet état d'esprit, quand on va voir des personnes qui ont un peu d'influence, donc typiquement des politiques, que ce soit local, régional, peu importe, mais on a souvent en fait, on vient, et pour parler de manière très cliché, on vient en disant « Alors, vous allez faire quoi pour l'emploi des personnes en situation de handicap dans votre région, dans votre commune, dans votre zone d'influence, entre guillemets, politique ?» Et en face, on a souvent des politiques qui nous répondent « Ah oui, alors j'ai fait un truc génial, en fait, j'ai fait en sorte que la maison communale, il y a une boucle d'induction comme ça, quand il y a des personnes malentendantes qui arrivent, en fait, elle peut parler au gars du guichet, etc. Ça marche bien comme ça. » J'ai dit oui, non, mais on fait quoi pour l'emploi? Ah oui, alors en fait, on a fait en sorte que les trottoirs, on puisse plus facilement avoir accès aux bâtiments publics, etc. Ils sont plus tournés publics, en fait, citoyens. Oui, voilà, il y a ce côté-là. Il y a le côté, quand nous, on vient avec une logique de « mais vous faites quoi pour l'emploi ?» Eux nous disent « Ah, on rend l'espace public plus accessible. » Et donc on dit « mais non, en fait, nous, on n'a pas besoin de ça. » Enfin, je veux dire, pour me dire de manière très cliché, l'emploi des personnes en situation de handicap, les personnes qui travaillent et qui sont en situation de handicap en Belgique, 99% de ces gens-là n'ont pas de problème de mobilité. Est-ce que dans les campagnes, donc du coup, est-ce que dans les campagnes que tu as développées, tu t'es vraiment heurté à des murs et des freins ou des choses que on n'a pas réussi à changer des mentalités à ce niveau-là et que ça freinait dans tes intentions de com? Alors, comme je suis un excellent communicant, bien entendu, j'avais anticipé tout ça, donc ça m'est déjà arrivé. Bien sûr. Non, mais j'ai une anecdote comme ça que je trouve assez troublante parce que ça fait état quelque part généralement d'une perception qu'on a sur le handicap. On a fait une campagne de com, c'était une campagne radio, et on était parti à l'idée d'un créatif que je trouvais d'ailleurs très bon. Dans notre brief, on avait dit nous, ce qui nous dérange le plus dans la communication par rapport au public cible que l'on emploie, c'est la pitié. Ça, c'est un truc qui nous... Voilà, dans le monde dans le microcosme handicap-emploi, la pitié, c'est tout ce qu'on ne veut pas, quoi. Vraiment, c'est tout ce qu'on n'a pas du tout envie de charrier. Parce que d'ailleurs, c'est un critère différenciant, je pense, par rapport aux autres manières de communiquer sur le handicap. Et de nouveau, je ne jette pas la pierre, mais je peux imaginer une communication associative qui vise le don. Aller sur cet aspect charity, donc pitié, il y a quelque chose, une étincelle qu'on peut animer grâce à ça. C'est très anglo-saxon quand même. C'est très judéo-chrétien, occidental. Voilà. Ouais. Mais donc oui, et je me suis perdu dans le fil du coup. L'exemple du créatif. Donc l'exemple du créatif, il nous dit, allons justement en prenant le contre-pied, en disant, il nous a pondu un spot radio avec un CEO d'entreprise qui est sur un club de golf, et donc c'est de l'audio, donc on entend qu'il fait un pitch, on entend une balle de golf qui claque, et on comprend qu'il est sur un green de golf, et il dit « Salut, moi je suis CEO de bip, et j'ai pas de pitié pour les handicapés, je les fais travailler. » Un truc avec une voix ignoble, avec un CEO dans un cliché monumental, vraiment... Et donc le message, c'était en gros, moi j'ai pas de pitié, je fais travailler des personnes handicapées. Donc c'était vraiment le truc... Ouais. On fait passer cette campagne radio, et boum, on a comme ça des auditeurs qui appellent, on passait ça sur la radio publique, donc on a des auditeurs qui appellent, le CSA qui est saisi, donc CSA, c'est quand même le niveau, entre guillemets, de Conseil supérieur censure de post. Ouais. Donc on a directement un message qui dit vous devez arrêter, on a reçu trop de plaintes, entre guillemets, de personnes qui ont entendu votre spot radio et qui ont été choquées par le message. Et donc, après, on a... Là-dessus, quelques journalistes qui nous appellent en disant, dans des explications finalement sur le pourquoi du comment. Pourquoi vous avez fait ça? Ouais. Et heureusement, enfin, à nouveau, et là c'est une question peut-être qu'on a mal jaugé la sensibilité, mais donc les publicités qu'on a fait passer, comme je vous disais, le public cible, c'est les décideurs économiques bruxellois et brabançons. Ce public-là, de vous au moins, on sait que c'est des CS+, donc on sait que c'est des gens qui en général ont une formation derrière, c'est pas des idiots, quoi, je veux dire, c'est des gens qui sont quand même en général avec une bonne formation derrière et un esprit critique assez développé. Et donc on a des journalistes qui nous interviewent, qui sont dans ce même scope en fait de gens, donc qui nous disent en off votre pub elle est géniale, c'est super en fait, le second degré il est extraordinaire, franchement, c'est bien à taper, et qui en on vous disent il y a des gens qui sont choqués parce qu'ils comprennent pas le message, parce qu'ils n'ont pas le niveau second degré. Et donc le message du CSA c'était qu'ils nous avaient dit mais en fait votre pub radio elle dérange parce que toutes les personnes qui nous écoutent sont pas à même de comprendre le second degré. Et pourquoi les journalistes n'ont pas aidé à traduire votre second degré? C'est ce qu'ils ont fait.
Ça, c'est ce qu'on fait. Et ça, ce qui était très, très chouette, c'est que justement, la réaction du journaliste, c'était de dire, allez-y, on vous donne en fait quelques lignes de possibilités de vous exprimer, en fait, parce que c'est beaucoup la presse écrite qui nous avait, mais on avait aussi la presse audio, qui nous avait sollicité pour des réactions. Et donc là, comme on a de l'espace pour expliquer, en fait, ça fonctionne bien. Et en plus, on a en face de nous un journaliste qui a un esprit critique, qui a un peu d'objectivité, un peu de distance par rapport à ça, et qui sait remettre ça en contexte, quoi. Et donc, en fait, tous les retours ont été très positifs derrière de la campagne, parce que tout le monde a dit, mais oui, en fait... mais ils ont raison, il ne faut pas avoir pitié, c'est vrai, il faut les faire travailler en fait, c'est vrai. Mais de le dire comme ça, dans une logique judéo-chrétienne de des personnes handicapées sont des personnes à protéger, on heurte quelque chose. Alors que nous on dit, mais non en fait, c'est votre pitié en fait qui est embêtante, parce que c'est votre pitié qui fait en sorte qu'on n'engage pas des personnes en situation de handicap. C'est votre pitié qui fait en sorte qu'on ne s'adresse pas à eux pour faire du boulot. Et c'est sans doute pas les personnes handicapées elles-mêmes qui réagissaient. C'était plutôt d'autres. Bien sûr personnes. Que non. Non, bien sûr. Après, je ne sais pas parce qu'on n'a pas le détail évidemment de ceux qui sont des personnes qui sont plaintes par rapport à ça, mais ça me fait penser à la campagne de sécurité routière avec le gars qui misait sur les accidents des jeunes. Ça te dit rien? Oui, oui. Oui, mais aussi, t'étais très décalé. En autre zone. Oui, mais ça a marché. Ça joue du même principe. De nouveau, vous appliquez des codes de com et ça, qu'on le veuille ou pas. Enfin, je le dis souvent, mais c'est si on veut faire passer un message bien pensant, qui va dans le bon sens, de valoriser les compétences d'une personne sur handicap sur quelque chose qui n'est pas du domaine du « Ah, c'est un super-héros qui a gagné les Paralympiques », parce que c'est ça qu'on a nous à vendre, hein, cette communication-là. Ça marche pas, quoi, en fait. Les journalistes sont pas demandeurs de ça, les réseaux sociaux sont pas demandeurs de ça, enfin, je veux dire, le public derrière n'est pas demandeur de ça. Donc, vous devez réussir à rentrer dans quelque chose qui dépote un peu pour pouvoir sortir de la coupure pub quand vous faites du média tradi que vous achetez, entre guillemets. Et sur les réseaux sociaux, il faut faire un peu le buzz, quoi. Et donc, quelque part, vous devez casser un code, ou bien vous devez adopter un code de trends, entre guillemets, qui fonctionne bien, mais c'est pas simple, quoi. Il y a des gens qui sont en disant « Ah, mais j'ai une super idée pour toi, il faut faire une vidéo virale hyper impactante avec derrière, qui va susciter plein derrière de retours. » Et tu dis « Ouais, c'est super, et tu fais quoi alors, concrètement parlant ?» Tu fais quoi sur une personne en situation de handicap? Déjà, tu poses la question, tu dis, et ça, c'est souvent comme ça que entre guillemets, on challenge les créatifs. On dit, si tu dois mettre en image une personne handicapée, tu prends quoi comme handicap? Sachant que chez nous, 75% des gens que tu vois dans les entreprises seraient adaptées, c'est du handicap invisible. C'est la difficulté de représenter complètement sans forcément aussi le stéréotyper, le stigmatiser, parce que sinon on met le focus dessus, quoi. Du coup, tout à l'heure, tu as parlé de la pitié. Ouais. Et effectivement, quand on pense personnes en situation de handicap, on revient souvent sur les opérations caritatives. Est-ce que tu penses que ces opérations, du coup, est-ce qu'elles ont aidé le secteur associatif, ou au contraire, ça a été des freins en plus pour dire oui, mais en fait, nous, c'est pas exactement ça notre réalité? Alors, nouveau, je reviens à quel est l'objectif de la communication? Est-ce que c'est lever des fonds, entre guillemets, pour permettre à l'associatif type médical, type loisir, type hébergement pour des publics handicap qui en ont vraiment besoin, avec des trucs très spécialisés, entre guillemets, là-dessus. Malheureusement, le pouvoir public n'assumant pas ou pas suffisamment, entre guillemets, ces besoins-là pour la société, ça laisse la place à des associations qui ont dû, entre guillemets, prendre ce que moi j'appelle de l'intérêt collectif, donc c'est pour tout le monde en fait qui travaille, et ils ont dû prendre ça à leur charge quelque part, avec les moyens que soit le pouvoir public donnait plic-ploc, et on sait tous parce que l'associatif c'est comme ça, on a des subsides qui arrivent comme ça, mais ça couvre généralement pas tous les frais non plus. Il y a besoin d'avoir de l'apport extérieur, et c'est pour ça que moi j'irai jamais cracher sur des grosses opérations caritatives comme Cap 48 pour pas la citer, qui sont des opérations qui ramènent énormément d'argent pour des associations qui, sans ça, ne pourraient pas faire certains projets qui sont extrêmement importants pour les structures. Même moi, en tant qu'entreprise très adaptée, donc le Citéco, on demande parfois à Cap 48 des aides pour certaines choses. Donc, typiquement, c'est souvent du matériel roulant, donc c'est des camionnettes, par exemple, souvent qui financent. C'est un don chez moi qui est assez nécessaire pour la production chez moi. Donc, c'est quelque chose qui nous est nécessaire. Donc, je n'aurais jamais craché, entre guillemets, sur des organisations qui font ce genre de choses-là. Maintenant, nouveau, qu'est-ce qu'ils amènent comme image et de nouveau, là, je vais rentrer plus dans la subtilité. On parle généralement pas, dans ces grosses activités caritatives, d'emploi ou assez peu, en fait. On va parler de les soucis médicaux, les soucis de transport, les soucis d'accessibilité, les soucis d'hébergement, les soucis d'accompagnement de personnes
derrière pour soulager parfois des familles. Donc on est Plus vraiment plus comme bénéficiaire que Ouais. comme acteur en fait. Ouais, c'est ça. C'est Et ce donc, côté-là. je comprends que quand on est dans ce champ lexical-là, entre guillemets, on utilise l'émotion. Et là, on arrive sur l'aspect pitié. J'aime pas ce mot-là parce qu'ici, elle n'est pas tout à fait bien utilisée, mais je comprends qu'on est dans l'émotion. Et l'émotion, par ailleurs, en com, c'est ce qui est le plus favorable, entre guillemets, pour susciter une réaction cognitive. Hein, de nouveau, c'est si derrière, et on voit tous ces schémas de communication, vous avez un message, un canal, vous touchez une cible que vous avez entre guillemets, établie, et puis ensuite, ce qui vous intéresse, c'est la perlocution, quoi. C'est qu'est-ce que cette personne va faire par rapport à votre message, qu'est-ce qu'elle va faire par rapport à Et l'émetteur. si on touche qu'est-ce à qu'elle va son faire par rapport à émotion, ça. on arrivera beaucoup plus à faire réagir. Exactement. C'est un moyen, en fait, Ouais. pour toucher à l'émotion, pour susciter une réaction. C'est ça, l'émotion derrière. Donc, je comprends que on utilise ça comme moyen pour faire ressortir, entre guillemets, de nouveau, comme nous, on l'a fait avec l'histoire de la pitié, pour l'aspect, on sort de la coupure pub en jouant sur l'émotion. Donc, je comprends qu'on soit tenté là-dessus. Maintenant, il ne faut pas que ça déforce le message, quoi. Je ne crois pas que ça déforce un message quand on est dans par exemple, le service d'accompagnement, où on est sur quelque chose où on a besoin de quelque chose très précis, entre guillemets, on est dans la recherche de dons, et donc on doit dire, voilà la difficulté qu'ont des personnes qui sont chez nous pour ce type d'activité-là, voilà comment vous pouvez aider, donc voilà Jean-Jacques, vous voyez bien qu'il est très embêté dans la situation où il est maintenant à cause de son handicap, regardez, et donc tout le monde fait, oh oui, le pauvre Jean-Jacques, on va donner des sous, enfin, c'est ça qu'on suscite derrière, et je comprends derrière que pour ce type de truc-là, ça marche bien. C'est différent pour l'emploi de nouveau, parce qu'ici, sur l'emploi, ce que nous, on veut montrer, entre guillemets, le message qu'on veut donner, c'est faites pas le focus sur le handicap, faites le focus sur les efficiences, sur ce que les gens sont capables de faire. Et c'est là la redéfinition que je disais en intro avec la personne en situation de handicap. Ouais. On est plus sur Enfin, moi, j'entends beaucoup dans les acteurs du secteur du handicap ce changement lexical qui fait que on ne parle plus de porteuse handicap parce qu'on trouve que c'est lourd et que c'est une tare, tandis que quand c'est en situation de handicap, on est sur un message qui dit que, en fait, c'est pas la personne qui a un problème, c'est l'environnement qui n'est pas adapté à lui. C'est ça, voilà. Et ce que moi j'aime bien cette définition-là, c'est qu'en situation de handicap, ça veut dire que ça peut être temporaire. Donc, ça veut dire que vous pouvez dire, on peut sortir de la situation finalement. Si on aménage tout bien autour, en fait, il n'y a plus. Il est en situation de handicap parce que, entre guillemets, tout autour, c'est pas adapté par rapport à lui. Mais quand c'est adapté, il n'est plus en situation de handicap. Nous, dans les ETA, c'est ce qu'on essaie de faire. À un moment donné, quand on met quelqu'un sur une chaîne de production et qu'on adapte tout, la cadence, les temps de pause, les adaptations de postes spécifiques en fonction des besoins, on est dans une logique où on enlève la situation de handicap, donc la personne n'est plus handicapée. Mais j'aime bien cette terminologie, cette évolution, le changement mais ce vocabulaire, de lexique par rapport à ça. C'est quand même un jargon de notre secteur associatif. Oui, complètement. Comment est-ce qu'on va faire en sorte que le grand public change sa mentalité et arrive à tourner son phrasé de cette manière-là, percevoir en tout cas les personnes différemment? C'est un peu provoque ce que je veux dire, mais pourquoi? Enfin, quel intérêt qu'il change son phrasé par rapport à ça? Pour que justement qu'ils comprennent ce qu'on fait dans le secteur handicap et qu'ils n'aient pas une mauvaise image, enfin une mauvaise image, mais une image tronquée. Ce que je veux dire, c'est que je suis moi de base, c'est peut-être un peu ce que je veux dire peut-être contre-productif, mais que dans la tête de quelqu'un, ils disent personne handicapée. Et d'ailleurs, je l'ai utilisé plusieurs fois ici parce qu'on est entre nous et qu'on sait que derrière, j'aurais dû utiliser depuis le départ personne sur son handicap. Mais quand on est dans le microcosme ici, on comprend qu'il n'y a pas derrière une intention quelconque. Je pense que dans la plupart de la tête des gens, c'est comme ça. Les personnes disent personne handicapée. Il n'y a pas spécialement une connotation négative derrière ça, parce que nous, on est là en train de dire en situation de handicap, le lexique et la communication sur ces mots-là est très importante pour nous dans le microcosme par rapport à ce qu'on est et par rapport au plaidoyer qu'on fait. Dans la tête des gens, je ne suis pas persuadé que ça a une grande importance. Et je vais en revenir à la question du coup que Sophie a posée dans le podcast précédent, qui t'était adressée. En gros, c'est par rapport à cette réflexion sur le fait de faire évoluer les mentalités, on a parfois un conflit de génération. Et donc, est-ce que tu penses que de voir les jeunes qui s'engagent ou au contraire qui sont dans l'anxiété face à leur avenir, est-ce que ça va permettre de faire changer les mentalités des générations précédentes ? Alors, de manière générale, là, on parle plus spécialement de handicap, mais oui, certainement. Enfin, moi, j'ai des enfants qui ont, comme les tiens, on sait bien, ils se connaissent bien, donc ils ont 15 et 18 ans. Je vois que j'ai envie qu'ils soient... je suis content qu'ils se sensibilisent sur des enjeux comme ça et c'est eux qui feront le monde de demain, le monde professionnel notamment. Donc, je suis très heureux de leur transmettre des valeurs qui vont faire en sorte que... Mais je comprends vraiment...
qu'ils en veuillent à notre génération et la génération du dessus, de devoir résoudre des problèmes que nous avons causés, pas eux, clairement. Et donc moi, je me sens dans une logique de culpabilité par rapport à ça. Et je dis que ce serait tout à fait logique, en fait, que c'est nous qui réparons nos bêtises, entre guillemets, sur la planète, sur l'évolution aussi. Mais là, on parle plutôt sur une question d'environnement, d'écologie. On n'est pas sur une logique très valeur humaine, mais de ce que moi, je vois et du sentiment que j'ai par rapport aux jeunes qui maintenant consomment du médias sociaux, et de nouveau je suis dans une niche, dans un microcosme autour de moi qui font que ça biaise ma vision de la chose, mais l'humain, le handicap c'est d'humain, donc on est dans cette logique-là, donc on est dans ce champ sémantique-là, c'est quelque chose qui heureusement encore maintenant, je pense chez les jeunes, ils y sont hyper attentifs, et c'est quelque chose qui pour eux peut être un vecteur de motivation pour leur choix professionnel futur. Et donc, en ce sens-là, il peut y avoir une transformation incarnée par les jeunes. Et sur la relation qu'eux peuvent avoir par rapport aux anciens, c'est que maintenant, et je suppose que tu as dû engager des petits jeunes maintenant, oui. On est plus à la même valeur. Hein. Je veux dire, quand tu engages des gens, la valeur travail, elle est différente que celle de notre génération. Et je me dis souvent, en fait, ils ont peut-être tout compris et nous rien, quoi. Vraiment. Et je veux dire autrement, des gens que j'ai engagés récemment, ils discutent pas tellement du salaire, alors que l'associatif, le salaire, c'est pas bon, hein, voilà. Mais ils discutent plutôt de l'objectif et de l'engagement. Et ça me rassure quelque part, parce que je me dis, cette valeur-là est encore au cœur, entre guillemets, de la motivation pour trouver un boulot associatif, quoi. Donc je me dis, chouette, ça c'est là où on fait encore la différence. Parce qu'effectivement, nous, on a plein de valeurs qui sont très très chouettes. Donc oui, ça peut avoir une influence. Donc pour répondre à ta question, est-ce que il faut investir dans du Facebook, enfin non, c'est même plus un réseau de jeunes, attention. Est-ce qu'il faut investir dans TikTok pour faire en sorte que derrière, les gens continuent à s'impliquer dans l'humain ou dans l'environnemental ? Oui, évidemment, les jeunes sont là et donc il faut nous sensibiliser par rapport à ça. Et bien sûr, il y a une nécessité de mobiliser et c'est eux qui nous botteront le cul, entre guillemets, pour que nous, on change nos perceptions et nos mentalités par rapport à ça. Donc oui, ils ont un pouvoir énorme, je pense, d'influence sur les générations Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que nos valeurs sont les mêmes, peu importe nos générations, c'est juste une manière de les approcher peut-être différente. Enfin, en tout cas, moi, effectivement, on a été très engagés depuis très longtemps dans le secteur. Et donc, le fait que, effectivement, parfois, on voit comment ça se développe dans les générations en dessous, ça nous remet parfois en question en disant, mais en fait, oui, revenons à l'essentiel, revenons aux valeurs, et pourquoi est-ce qu'on fait ce métier, pourquoi est-ce qu'on est dans le secteur associatif parce que peut-être au fil des ans, effectivement, on s'est construit aussi nos propres stéréotypes à nous et nos propres règles, en fait, qui sont peut-être pas les plus saines. Et je crois que d'aller aussi faire briller l'étincelle dans les yeux de ces gens-là, c'est se réenchanter soi-même. Hein. Moi, j'ai besoin de ça comme en permanence dans mon job, c'est d'être systématiquement réenchanté, quoi, et d'avoir une vision de quelqu'un qui est vierge, entre guillemets, de la connaissance sur ton secteur, qui débat en ton secteur, et qui te fait grandir en disant « Waouh !» En fait, moi, ça me réenchante, quoi. C'est un vecteur, en tout cas, même moi, de motivation très, très puissant, quoi. Et je pense que tout le monde a ça. Enfin, c'est pas juste moi, mais... Ouais. Alors, on arrive déjà à la dernière question, qui est... on donne cours tous les deux à des étudiants, donc cette génération plus jeune que nous. Si tu as des étudiants qui viennent en communication avec, dans leur campagne, cet enjeu de changer les mentalités, parce qu'ils se rendent compte qu'effectivement, ils ont envie de développer un projet, mais que ça bloque au niveau de l'image perçue du public. Quel conseil tu donnerais à des étudiants, justement, qui devraient travailler une stratégie de communication pour changer les mentalités ? 2-3 conseils. On est profs tous les deux et on sait que les stratégies de com, ça se construit, quoi. Donc, il y a une idée toujours de tu dois avoir un public cible, tu dois avoir un budget, tu dois avoir derrière un plan com, tu dois avoir un objectif derrière avec des éléments si possible mesurables pour voir les effets que finalement ça t'accompagne là-dessus. Donc voilà, donc ça il faut croire en la technique. Il faut se dire qu'à un moment donné, il faut appliquer entre guillemets une stratégie. Ça, c'est pas juste. Enfin moi ça me fait beaucoup rire parce que les gens, t'as dit ça 15 fois dans ton environnement, c'est ouais je pense qu'il faut que je fasse la com, je vais faire un post Facebook. Non, en fait, non. Tu veux faire quoi, en fait ? Et à qui tu t'adresses ? Est-ce que Facebook, c'est le bon moyen ? Enfin, tu vois, c'est ces questions-là et tout. Donc, il y a l'aspect très technique. Il y a derrière des professionnels qui ont appris à faire ça avec des choses qui fonctionnent et avec une logique aussi de quel est ton objectif et de sensibiliser par rapport à ça la personne qui va payer ou la personne qui va décider. Donc ça, c'est très important parce que c'est comme ça que tu vois si ça fonctionne et que tu peux faire une bonne stratégie. La deuxième, elle est plus idéale, c'est...
prends le parti pris d'y croire, quoi. Moi, j'ai souvent eu ça dans ma carrière professionnelle, et elle n'est pas longue, hein, je veux dire, je dis ça comme si j'en avais 150 ans, mais non, j'ai 15 ans d'expérience, entre guillemets, dans de la com sur le handicap emploi, donc c'est pas non plus waouh, mais je veux dire, je vois que toutes les choses auxquelles j'ai vraiment cru, et de nouveau, grâce à l'aspect technique aussi que je maîtrise aussi bien, hein, donc c'est pas ça, il faut vraiment les deux, mais les choses auxquelles j'ai vraiment cru et qui t'animent et qui t'enchantent, c'est ça qui fait que finalement tu vas réussir un projet. Et c'est ça que moi c'est ça que je dis souvent à mes étudiants, quoi, c'est prenez des sujets qui vous intéressent. Et vous allez voir qu'en le creusant, en plus, ça va encore plus vous enchanter, parce que vous allez découvrir là-dessus des choses encore plus intéressantes que vous pensiez. Et quand vous êtes animé de ça, le feu, la motivation, ils sont là, et ça déplace des montagnes, quoi, vraiment, quoi. Et de nouveau, associé à la technique, hein. C'est pas juste, il faut pas juste avoir le feu et dire on va faire un super post Facebook, non. C'est derrière faire une stratégie comme qui fonctionne. Ok, bon, merci. Ouais, ça fait de matière à réfléchir. Alors, pour terminer, on a l'habitude dans ce podcast de proposer à l'invité, de poser une question donc à l'invité suivant. Et donc, quelle question tu veux que je pose sur la question de la communication responsable ? Ma question est, selon toi, quelle est la plus grande absurdité que tu as rencontrée en matière de pratiques non durables dans le secteur culturel ? Donc, plutôt les erreurs et les partir des mauvais exemples pour en retirer de bonnes pratiques. C'est ça, voilà. Ok, bah merci, on va essayer d'y répondre la semaine prochaine. S'il sera attentif, j'écouterai.